Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour de la box pour vous exposer certaines particularités, certaines spécificités des skills de vos personnages pour que vous puissiez savoir comment les utiliser parfaitement en Galactic Duel. Vous allez voir, il y a des petites astuces à connaître. Donc je vous ai prévu une petite dizaine de personnages qui sont très joués et donc normalement ces particularités-là devraient vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Galactic Duel et donc vous allez pouvoir mieux les utiliser aussi. Donc c'est parti. Donc j'ai prévu un petit ordre de personnages en particulier, vous allez un petit peu comprendre pourquoi. Donc on va commencer déjà par Hypnos. Donc Hypnos, donc sa particularité c'est de poser des cauchemars donc, sur les personnages de vos adversaires. Certains se demandent pourquoi est-ce que Mew par exemple se retrouve bloqué au niveau de son évolution quand un cauchemar est posé sur lui et donc quand Mew est en état de cauchemar. En fait, Mew lance une attaque assist quand sa petite barre qu'il y a au-dessus de lui arrive à fond. Il veut lancer une attaque assist sur un des personnages adverses au hasard, et ensuite ça déclenche son évolution donc à une phase supérieure. Ce qu'il y a, c'est que le cauchemar bloque toutes les assists. Ça va bloquer toutes les assists de Orphée, de Yogapog, les contre-attaques de Shiryu GC, même par exemple les assists d'un autre Hypnos. Et donc ça va bloquer automatiquement le Mew. En fait, Mew ne va pas pouvoir déclencher son attaque après une action d'un adversaire une fois que sa barre est à fond, et donc du coup son évolution se retrouve bloquée. Pour ce qui est de l'utilisation des skills de Hypnos, ce que je conseille, c'est que le skill numéro 3, donc qui va commencer à poser un cauchemar sur un personnage adverse, vous pouvez l'utiliser donc sur un perso par exemple que vous savez qu'il n'aura pas de double tour. Par exemple, si vous prenez un Hypnos adverse, si vous lui mettez le skill 3 dessus, ce qu'il y a c'est que le Hypnos adverse de base a une action supplémentaire. Il va pouvoir agir 2 fois. Donc si vous lui mettez qu'une seule marque de cauchemar, quand ça va être au Hypnos adverse de jouer, lui-même va lancer son skill 3, et en fait après il va pouvoir activer son skill 2, et en fait il va automatiquement sortir de l'état de cauchemar. Voilà, parce qu'il aura joué 2 fois et qu'il n'aura eu qu'une seule marque. Donc si jamais vous voulez vraiment bloquer un Hypnos adverse ou bloquer un personnage qu'il va jouer 2 fois, vous utilisez donc avec votre action supplémentaire le skill 2. Le skill 2 qui va poser automatiquement 2 cauchemars donc sur une cible que vous aurez choisie. Donc du coup, faites ça sur un personnage qui aura un double tour tel qu'un Shura, un Milo ou par exemple un autre Hypnos. Voilà, comme ça vous allez vraiment le bloquer et le personnage restera en état de cauchemar à la fin de ces 2 actions. Voilà. Donc pour ce qui est d'Hypnos, on a fait le tour. Ensuite, je voulais parler de Mew justement. Alors pour Mew, il y a plusieurs petites particularités à connaître. Mew est un personnage donc qui passe par des phases d'évolution au fur et à mesure de la partie. Si jamais il est en état de cauchemar, donc son évolution est bloquée, sachez que vous pouvez quand même lancer son évolution manuellement à l'aide de son skill 2. Voilà, à l'aide de ce skill là, vous allez pouvoir déclencher manuellement son évolution. Le point négatif, c'est que il va perdre du coup en PV. Plus vous allez accélérer son évolution, et plus il va perdre donc des stats qu'il aurait eu en fait beaucoup plus puissante si jamais il avait eu une évolution naturelle. Et on parle notamment de son pool de PV qui va vraiment voilà, prendre cher. Au niveau d'une deuxième particularité, en fait, quand Mew est en état de cocon, donc c'est-à-dire qu'en gros, il en est à la phase 3 de son évolution, donc juste avant qu'il devienne un papillon, vous avez la possibilité de déclencher son évolution, donc quand ça va être à son tour. Sachez que si vous déclenchez l'évolution de Mew à ce moment-là, vous allez avoir une particularité, c'est que vous allez pouvoir donc attaquer une fois avec Mew, et en fait, une petite salve de papillons, donc avec son skill 4, vont partir sur la même cible que vous aurez ciblé. Donc en fait, vous allez en quelque sorte lancer une double attaque avec Mew. Et ça, c'est très important à savoir. Parce que, à contrario, si jamais vous avez attendu l'évolution de votre Mew et que c'est à votre Mew de jouer, et que vous allez faire une attaque, vous allez n'attaquer qu'une seule fois. Bien sûr, si vous ne lui avez pas donné de double tour, mais vous allez attaquer qu'une seule fois. Donc ça, c'est vraiment à connaître, par exemple, en Galactic Duel, si vous affrontez un Gemini Cannon, par exemple, ou que vous affrontez un personnage que vous savez qu'il a une résurrection de Saori, ou alors que vous savez que vous n'allez pas le one-shot, vous pouvez en fait choisir de déclencher l'évolution donc quand il est en cocon, pour en fait déclencher ensuite une attaque et ensuite une petite salve de papillons qui va pouvoir achever votre adversaire. Voilà, pour moi c'est vraiment important à savoir parce que ça va vous permettre de vous adapter donc en fonction des parties que vous allez avoir en Galactic Duel. Voilà pour ce qui est de Mew. Donc après Mew,
je vais vous parler de Saori. Alors Saori est un personnage qui est assez souvent joué. Donc Saori est un personnage qui est... alors je vais faire vraiment un rapide tour dessus. C'est que elle est immunisée contre... Alors on pense qu'elle est immunisée contre tout. Seulement je pense qu'il est quand même important de spécifier que c'est pas le cas. Elle est immunisée contre les cauchemars, contre le stun. Elle ne peut pas être endormie, elle ne peut pas être gelée. Ça on est d'accord. Par contre, sachez que Saori peut quand même être contrôlée par le contrôle de Minos. Voilà, par le skill 2 de Minos, et par le contrôle de Shun normal, donc le Shun A, avec sa chaîne nébulaire. Donc Saori peut quand même être contrôlée par ces deux personnages-là. Donc si jamais par exemple elle se fait contrôler par un Minos, votre adversaire va pouvoir... alors il déclenchera pas de résurrection sur un de vos persos, ça c'est clair, mais par exemple il choisira d'utiliser un d'énergie pour clean un de vos persos qui n'en avait pas besoin. Voilà, et elle peut aussi donc se faire contrôler par Shun, donc du coup votre Saori qui ne pourra ni poser de résurrection ni clean le moindre personnage. Voilà, je pense que c'était important à savoir, elle n'est pas immunisée contre tout. Ensuite, on va parler du Grand Pop. Alors le Grand Pop, c'est un personnage donc, qui est basé sur énormément de RNG et qui fait peur quand même à pas mal de monde, puisque en gros, il peut vraiment embêter une équipe adverse. Il est vraiment, même dans toute méta en fait, il est intégrable. Vous pouvez faire un Ichi Grand Pop, vous pouvez le cacher sous un voile d'Aphrodite et l'utiliser, lancer sa dimension. Alors par exemple, si vous avez comme moi sa dimension level 5, c'est quand même 50% de chance d'être aspiré dans le trou noir. La petite particularité, et beaucoup de joueurs l'oublient, c'est que sachez qu'une fois que la dimension est lancée, si par exemple 5 personnages de votre adversaire partent dans la dimension, après c'est terminé. C'est-à-dire qu'en gros, même si la dimension dure 2 tours, si dès le premier tour vous avez 5 personnages adverses qui sont rentrés et ont été aspirés dans la dimension, sachez que tous les personnages de votre adversaire vont pouvoir jouer tranquillement pendant tout le tour suivant. Parce qu'en fait, c'est vraiment limité à 5 aspirations par dimension. Donc voilà, ça c'est vraiment important à savoir parce que souvent on est un petit peu en panique en disant « Ah mince, la dimension est déjà lancée, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir ?» Comptez. Comptez en fait le nombre de personnages qui sont allés dans la dimension et en fait vous allez pouvoir vous dire « Je vais pouvoir prévoir mon action suivante, je sais que les 5 personnages sont déjà allés dedans, donc je vais pouvoir utiliser mon énergie pour faire une Galaxian Explosion, une attaque avec mon Shura, etc. » Donc vous pouvez quand même avoir un petit contrôle sur ce qui va se passer. Alors pas sur les 5 premières aspirations parce que ce sera vraiment full RNG, mais après ça, vous allez vraiment pouvoir utiliser vos personnages donc à votre guise. Donc ne paniquez pas quand vous avez un grand pop en face de vous, vous pouvez quand même avoir un minimum de contrôle sur les actions que vous allez pouvoir mener. Ensuite, je vais vous parler de Yogapog. Alors Yogapog c'est un gros sujet. Un gros sujet parce que, alors la croix de Pog, donc vous positionnez une croix de Pog donc, pour potentiellement rediriger une attaque suivant la RNG. Donc par exemple là, moi j'ai 65% de chance que l'attaque de mon adversaire soit redirigée donc, sur le personnage qui aura la croix de Yogapog. Cependant, ce qu'il est important de savoir, c'est que quand vous avez un personnage à invocation, j'entends par là par exemple un Yo de Scylla, ou alors un Gemini Cannon, sachez que les invocations ne sont pas considérées comme, comme étant le même personnage que celui qui l'a invoqué. Ce sont vraiment un personnage à part entière. Donc du coup, quand un Gemini Cannon par exemple va attaquer, va choisir de cibler un autre personnage que celui qui a la croix, et que la croix redirige, la croix ne redirigera que l'attaque principale du Gemini Cannon. Par contre, toutes les attaques secondaires de Gemini Cannon partiront sur le personnage qui a été ciblé par votre adversaire à la base. Et ça, c'est très très important à savoir. Et c'est ce qui fait que Yogapog, malheureusement, n'est pas très utile contre Gemini Cannon. Vous pouviez vous dire, tiens, je vais mettre la croix, par exemple, sur ce personnage-là qui est protégé ensuite par mon Shun GC, et Gemini Cannon pourra faire 0 dégâts. Non, c'est pas le cas. Votre adversaire va sélectionner un autre perso, l'attaque principale sera possiblement déviée, et ensuite toutes les attaques secondaires, donc du pet, donc de l'invocation, partira sur la cible principale. Ce qu'il faut savoir aussi, donc c'est pour chaque ARC. C'est d'ailleurs pour ça que certains joueurs voulaient désactiver le RC, parce que sachez que le RC de Shaka, si par exemple il y a une croix de Yogapog et que l'attaque est redirigée, imaginons que vous avez ciblé le Shaka adverse. Vous avez ciblé le Shaka adverse pour espérer le silence et bloquer l'énergie des personnages qu'il y a autour de lui. Si par exemple le Yogapog avait mis la croix sur le Mew et que l'attaque de Shaka RC est redirigée, eh bien c'est le Mew adverse qui va possiblement être silence et pas le Shaka que vous aviez ciblé.
Voilà, donc la croix de Pog est très très utile contre le RC de Shaka. Si par exemple le Shaka n'a pas de RC et qu'il a ciblé par exemple le Shaka adverse, vous allez vraiment pouvoir faire fonctionner le silence sur la cible qui a été visée. Même si l'attaque est redirigée, le silence aura l'action sur le personnage ciblé. Voilà, donc ça c'était très important à savoir au niveau de la croix de Yoga Pog. Il ne protège pas de tout, il protège de certaines choses, mais malheureusement il n'est pas infaillible. Donc au niveau de Yoga Pog, on a fait le tour aussi. On va maintenant passer sur Shiryu GC. Alors, Shiryu GC, des fois, donc quand vous avez activé donc, son bouclier, donc qui est le skill 2, vous allez ensuite avoir la possibilité de poser des marques donc, de dragon sur, donc des sauts de dragon sur des personnages de votre équipe. Parfois, en fait, quand vous le faites et qu'un personnage adverse va vous attaquer le personnage qui a la marque, vous ne comprenez pas parce que votre Shiryu GC ne contre-attaque pas. Et là, vous vous posez la question, mais je comprends pas, il a une marque, pourquoi il ne contre-attaque pas? Sachez que la contre-attaque ne fonctionne que si le personnage qui a la marque a joué avant le personnage de votre adversaire qui va vous attaquer. Donc imaginons que vous posez la marque, par exemple, sur votre Mew qui va jouer en dernier. Sachez que tous les adversaires, tous les personnages de votre adversaire qui vont attaquer Mew, comme votre Mew n'aura pas attaqué, et ben ça ne déclenchera pas de contre-attaque de votre Shiryu GC. Donc c'est pour ça qu'il est utile de le mettre sur des personnages par exemple qui vont être plus rapides que ceux de votre adversaire. Donc par exemple je pense à si vous mettez une marque sur le Shun GC, si vous mettez une marque sur votre Gemini Cannon, si vous mettez une marque sur votre Pog par exemple, ou sur votre Athena. Comme c'est des personnages qui jouent plutôt vite, si votre adversaire ensuite se met à vous l'attaquer, donc ce personnage qui a la marque, ça va déclencher une contre-attaque de Shiryu GC. Donc faites bien attention sur qui vous posez les marques et regardez bien l'ordre du tour de votre adversaire. Donc voilà. Donc pour Shiryu GC, c'est bon. On va passer maintenant sur Shun GC. Alors Shun GC est un personnage qui est très fort, qui vous permet de protéger un personnage de votre choix dans votre équipe. Mais il y a une petite particularité à savoir donc pour ce qui est de contrer ce personnage-là. Quand vous visez le personnage donc, qui est protégé par la chaîne, les dégâts que va recevoir ce personnage donc à la disparition de la chaîne, donc au prochain tour de Shun GC, donc les dégâts vont être amoindris. Donc par exemple, pour ce qui est d'un cas donc à skill level 4 comme le mien, donc la réduction de dégâts donc elle est de 15%. Le personnage protégé ne va recevoir que 85% des dégâts qu'il aurait dû recevoir. Donc sachez une chose, c'est que si jamais le personnage dans la chaîne donc, est ciblé, il va quand même prendre des dégâts. Et s'il prend excessivement de dégâts, il va même se retrouver jusqu'à 1 point de vie. Mais pour maintenir un personnage en vie, donc Shun GC est obligé de sacrifier lui-même une partie de ses points de vie. Donc grâce à son skill 4. Donc grâce à son skill 4, par exemple, là, s'il veut sauver un coéquipier, il va perdre 25% de ses PV. Et c'est là, en fait, la subtilité. C'est que si jamais votre Shun GC n'a pas assez de points de vie, le personnage qui était protégé par la chaîne va mourir. Donc ce que vous pouvez faire pour contrer un Shun GC, c'est que vous pouvez cibler, par exemple, je pense à un Shura en double tour, par exemple, ou à un Mew qui peut taper plusieurs fois. Vous attaquez le personnage qui est protégé par la chaîne, vous l'attaquez 2 ou 3 fois, par exemple. Et ensuite, vous vous attaquez au Shun GC. Si vous descendez suffisamment le Shun GC en point de vie et qu'il ne pourra pas sauver le personnage donc qui sera protégé par la chaîne, et ben le personnage dans la chaîne va mourir et le Shun GC sera grandement affaibli aussi et donc du coup vous pourrez aussi le tuer soit le tour même ou alors le prochain tour tout simplement. Donc, et c'est là aussi qu'on voit l'importance du skill 4 par exemple en termes de sacrifice de PV de Shun parce que 40% de PV c'est assez énorme donc en gros vous n'avez pas besoin de descendre beaucoup en PV le Shun pour que celui qui était dans la chaîne va mourir. Donc pensez bien à ça, attaquez en fait les deux personnages simultanément, donc celui dans la protection et le Shun GC à part, et en fait vous verrez que vous ferez quasiment deux victimes assez rapidement. Voilà. Donc j'ai fait le tour des personnages donc, sur lesquels je voulais passer donc, pour vous expliquer certaines subtilités. J'espère que ça va vous aider un petit peu en Galactic Duel et à mieux comprendre ce qui se passe voilà, en fonction des personnages qui sont joués. Donc je vous souhaite à tous bon courage pour vos futurs games, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. Ciao.